m'arrêter. D'accord? N'hésitez pas à m'arrêter, parce que s'il y a quelque chose qui vous passe par la tête, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas tout de suite à dire j'aimerais en savoir un peu plus, d'accord? On fait comme ça, on est entre nous là. Oui. D'accord? On est en famille. En famille, exact. Voilà, on est en famille. Donc on est tranquille. Je voulais vraiment vous dire que je suis très content d'être là. À chaque fois avec Pasteur Thomas, oui, merci. Ah oui. Donc à chaque fois que Pasteur Thomas, à chaque fois qu'on discute ensemble sur des sujets divers et variés, en particulier sur des sujets de santé, je lui rappelle toujours ces versets qui sont importants. Quand on est responsable d'une communauté, on a une grosse responsabilité. Quand on est responsable d'une communauté spirituelle, la responsabilité est encore plus importante. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Donc cette responsabilité-là impose que la communauté, l'Église, soit préparée pour les enjeux qui se présentent devant nous. Le monde va de plus en plus mal. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Les gens sont de plus en plus malades. On est d'accord avec ça? Même s'il y a quand même eu toujours de plus en plus de progrès, on se rend compte que les gens ne sont pas mieux. Alors, les gens vivent plus longtemps, mais c'est en train de se calmer. C'est en train il y a des pays où la mortalité est en train de s'accentuer et l'espérance de vie est en train légèrement de diminuer. Mais surtout, l'espérance de vie en bonne santé stagne. Ça veut dire quoi? C'est quoi une espérance de vie en bonne santé? Bonne santé, ça veut dire que vous êtes capable d'être autonome. C'est-à-dire que vous êtes capable de pouvoir marcher, respirer, vous êtes capable de pouvoir travailler pour vous et d'être actif pour vous. À partir du moment où vous avez un handicap lié à un problème de santé, mais ce qui se passe, c'est que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus en bonne santé parce que vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez avant. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Donc l'espérance de vie, c'est bien, mais si c'est pour arriver jusqu'à 85, 87 ans et être cloué dans un fauteuil, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Aujourd'hui, nous savons, c'est pour ça que nous sommes là ce soir, qu'il y a des maladies qui sont dramatiques. Il y en a de plus en plus. On ne va pas tous les aborder ce soir. On va aborder une première maladie qui est mortelle, qui est l'accident vasculaire cérébral. C'est marqué là. D'accord? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'accident vasculaire cérébral? AVC. Ça veut dire AVC. Accident vasculaire cérébral. Voilà, AVC. AVC. L'accident vasculaire cérébral est un drame absolu. C'est-à-dire, du jour au lendemain, comme un coup de tonnerre, vous n'êtes plus capable de pouvoir utiliser vos membres ou utiliser vos fonctions d'élocution normalement. C'est dramatique. Ça peut arriver à n'importe qui. Yes. Et je pense que vous connaissez tous des gens qui ont eu des AVC. D'accord? L'AVC, ça se manifeste comment? Parce que c'est très important. C'est quoi? C'est une maladie des vaisseaux. Alors ça s'appelle accident. D'accord? Accident, c'est-à-dire que c'est comme un accident de la route, ça arrive brutalement. On ne s'y attendait pas. Vasculaire, parce que ça se passe au niveau des vaisseaux. Notre corps est constitué de vaisseaux sanguins qui distribuent le sang, et pas que le sang, l'oxygène, dans tous les organes. Et bien, il y a des fois où les vaisseaux qui vont jusqu'au cerveau sont bloqués. Ils sont bloqués parce qu'il y a eu une thrombose. Alors, on a dit qu'il y a eu un embouteillage dans les vaisseaux. Et les globules rouges
rouges qui distribuent l'oxygène, mais ils sont bloqués à l'intérieur des vaisseaux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus aller plus loin. C'est un embouteillage, avec un carambolage, tac, 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 tout reste bloqué, la circulation est arrêtée. Qu'est-ce que c'est donc que cet accident? Accident parce que c'est brutal, vasculaire parce que ça arrive au niveau des vaisseaux, et cérébral parce que ça arrive au niveau du cerveau. Ok, on appelle ça un AVC. En anglais, les gens disent stroke. Ok, stroke, alors il y a des gens qui parlent de stroke pour le cœur, en général on parle de stroke pour le cerveau. Alors, très récemment, j'ai eu un ami qui a fait un accident vasculaire. Il venait prendre sa retraite. Et 2 mois après, il se retrouve avec sa femme en dehors de Saint-Martin, dans un hôtel. Et ne voilà-t-il pas qu'il est en train de parler à son épouse, et son épouse se rend compte qu'il dit des choses incohérentes. Mais elle se rend compte de ça, mais lui, il ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rend pas compte. Il continue, il lui dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout de suite, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas comme d'habitude. Oh, il n'est pas comme d'habitude. Et cet élément-là est un élément important. Parce que souvent, soi-même, on ne se rend pas compte. On ne se voit pas. Et progressivement, sa femme se dit, mais c'est bizarre, il a du mal. Lui dit, il a la langue qui commence à devenir un peu lourde. Puis il commence à devenir un petit peu somnolent. Et en quelques minutes, elle réalise que son mari est à risque de mourir. Pourquoi? Parce qu'elle sait que l'AVC, ça tue immédiatement dans à peu près 25% des cas. En France, il y a 150 000 personnes qui font les AVC. Il y a 30 000 personnes qui meurent. Je n'ai pas fait vraiment le calcul, mais c'est beaucoup, 30 000 sur 150 000. Parce que sur 50%, ça peut passer. Et donc, ces chiffres, immédiatement, mais à peu près, c'est une première cause. Et cette cause de mortalité, elle est violente. C'est-à-dire que ça peut tuer. Là, je vous parle de l'handicap. C'est-à-dire qu'on est paralysé, on n'arrive plus à bouger le bras, parce que n'oubliez pas que le cerveau, c'est là c'est le centre de toutes les fonctions. C'est grâce au cerveau qu'on arrive à parler, articuler, sentir les odeurs, bouger les mains, bouger les articulations, marcher, d'accord? Tout ça, réfléchir, penser. Donc, il se trouve que chaque année, il y a 40 000 personnes en France qui meurent d'accidents vasculaires. À la population de Saint-Martin, chaque semaine, il y a sur la partie française un accident vasculaire cérébral. Chaque semaine. Il y a à peu près 40 accidents vasculaires cérébraux à l'année. Et ça, ce sont ceux qui sont répertoriés par l'hôpital. Maintenant, vous avez tous ceux qui ne sont pas répertoriés par l'hôpital. Des gens qui font des accidents et puis ils ne se rendent pas compte. Puis finalement, le petit caillot qui bloque, ben, il se débouche. Ou bien il ne se débouche pas, mais comme il y a une voie sur le côté qui se dégage, le cerveau fait que finalement ça passe inaperçu. Il y a des gens qui font ça à répétition. Et après, au bout d'un certain âge, 60 ans, 70 ans, ils commencent à avoir des sérieux troubles de la mémoire, sérieux troubles de l'attention, et les gens pensent même qu'ils commencent à devenir fous. Et c'est parce qu'au fur et à mesure, il y a eu des petits cailloux, des petites boules, des envols qui sont arrivés jusqu'au cerveau. Alors, ce caillou sanguin, vous voyez là, ici, il arrive dans le cerveau. C'est le plus fréquent. On va dire, quand ça bloque, c'est le cas le plus fréquent. Maintenant, l'accident vasculaire peut ne pas faire que bloquer. L'accident vasculaire peut être ce qu'on appelle hémorragique. Alors, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Dans un cas, c'est bloqué à l'intérieur, donc ça ne va plus au bout. Si vous mettez un garrot, vous avez déjà vu quand vous prenez la tension artérielle, vous avez vu, quand vous mettez à un moment donné, le bras commence à s'engourdir.
Puis ça s'engourdit, ça s'engourdit, ça s'engourdit, parce que le vaisseau est comprimé, coincé. Eh bien, si vous le laissez au fur et à mesure, votre chemin va commencer à vous faire mal, jusqu'à devenir, à devenir noir, à devenir nécrosé. Le membre va mourir. Mais c'est ça le principe de l'accident vasculaire cérébral, c'est qu'il y a un bouchon qui fait que la circulation ne se fait plus, et là, tac, on ne peut plus, voilà, le membre ne peut plus bouger parce qu'il est mort. Ce qui se passe, c'est que vous avez un autre type d'accident. C'est lorsque, non pas le vaisseau est bouché, mais le vaisseau a éclaté. Il s'est fissuré, et le sang s'est diffusé à l'extérieur du vaisseau. Le résultat est le même, quasiment, peut-être un peu plus compliqué, parce que, en fait, en réalité, quand ce vaisseau éclate, et qu'il y a ça crée des douleurs très très importantes, puisque le sang envahit, rentre dans les zones du cerveau, et après ça, mais évidemment, on peut avoir des pertes, comme pour l'autre cas, puisque le sang, au lieu d'aller là où il doit aller, est déversé ailleurs. D'accord? Tout ça pour vous dire quoi? On ne va pas être trop technique pour vous expliquer ça, mais tout ça pour vous dire que les deux accidents, là, dont on discute là, sont très fréquents. Et ils sont malheureusement très fréquents chez nous, aux Antilles. Nous avons des taux qui sont des taux importants. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque. Alors, vous savez ce que c'est qu'un facteur de risque? Un facteur de risque, c'est quelque chose qui a tendance à favoriser la survenue d'un AVC. Vous allez me dire, on est jeune, on est en bonne santé, on n'a pas de raison de faire un AVC. Alors regardez bien, je vais vous prendre quelques éléments. L'un des premiers, c'est l'hypertension artérielle. Alors je vais vous dire tout de suite, plus de 40% de la population est hypertendue. Alors, nous prenons des médicaments, bien sûr, mais ce n'est pas parce que nous prenons des médicaments que l'hypertension n'est pas là. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Et à un moment donné, le médicament, il peut agir à un moment donné, mais pendant la nuit, la tension peut monter, et puis avoir des moments où ça se décompense. Donc, l'hypertension, et vous comprenez l'hypertension, ça veut dire que la pression de sang dans les vaisseaux est importante. C'est pour ça que des fois, ça pète. Mais aussi, c'est pour ça que des fois, le vaisseau se comprime. Pour éviter que ça ne pète plus haut, le vaisseau se comprime et les voitures qui circulent ne peuvent plus passer à l'intérieur, et ça provoque un carambolage, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe? Donc ça, c'est l'hypertension artérielle. C'est pour ça qu'il est très important de contrôler votre tension. Parce que la tension artérielle, l'hypertension artérielle, ne fait pas parler de lui. Moi, j'avais 35 ans, j'étais en Guadeloupe en train de faire des consultations. Et pendant que je suis en consultation, je vois une dame le vendredi après-midi, je suis fatigué, je pense. Et elle me dit, docteur, vous n'avez pas l'air en pleine forme. Je pensais qu'elle rigolait. Je dis, madame, elle est infirmière, hein, donc c'est pas l'air en pleine forme. Je dis, oui, bon, évidemment, les vendredis, je suis fatigué, voilà, j'ai voyagé, j'ai fait Saint-Martin, Guadeloupe, hein, donc j'étais un petit peu fatigué. Puis il me dit, je vais quand même prendre votre tension. Et moi qui rigole, je suis médecin, je suis censé savoir ce que c'est que l'hypertension. Et à ma grande surprise, elle me prend ma tension, et là je blémis, parce qu'elle insiste. Je prends ma tension. Je prends ma tension, et là je me retrouve avec une tension élevée à 16, 10. Et de ce coup, je me suis dit, si moi, je suis capable de faire la tension alors que j'ai 35 ans, et de ne pas m'en rendre compte, alors à force de tous les gens qui ne savent même pas ce que c'est que la tension artérielle. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est important qu'on en parle. Et c'est pour ça qu'il y a des gens très jeunes, hein, voilà, qui font de l'hypertension. Mais ils ne le savent pas. Parce que ce n'est pas leur tension, parce qu'ils se sentent bien. Alors ça peut arriver de temps en temps qu'ils ont un peu mal à la tête, ou des petites choses, mais ils se disent c'est pas bien grave. D'accord? Eh bien, réalisez une chose, l'hypertension, ce qu'on appelle un silent killer. Ça tue. Ah, en silence. C'est vrai, ça tue en silence.
Alors, ça tue, et on le sait. Alors, le tabac, le diabète, aussi est un silent killer. Des fois, on n'a pas de signe qu'on a du sucre. C'est pour ça qu'on fait des analyses. Parce que des fois, on ne sait pas. Le sucre peut être élevé, mais au fur et à mesure des années, le sucre augmente. Et puis ça commence à abîmer les organes. Ça, pareil, hein, le sucre provoque des petits bouchons et ça fait qu'il y a des plaques à l'intérieur des vaisseaux. Au fur et à mesure, ça abîme les vaisseaux et ça provoque un problème partout. Au niveau des yeux, au niveau des reins, au niveau du cœur, au niveau de tous les vaisseaux. Donc, attention au diabète. Le tabac, c'est un signe majeur. Quand on fume, le risque est multiplié par 2. Très important. L'obésité. Mesdames, messieurs, nous avons les populations les plus obèses au monde. D'accord? Dans la République française, on ne bat pas encore les Américains. Et ils sont en train de s'améliorer. Ils sont champions, pas peut-être longtemps, parce qu'ils prennent des mesures. Mais nous avons effectivement, par rapport à l'obésité, un vrai problème. Vous savez pourquoi? Parce que il y a un chiffre qui est très important que vous devez savoir, c'est que l'obésité, la moitié des gens pensent qu'ils ne sont pas obèses. C'est-à-dire que vous prenez les gens, vous allez les peser, et puis ensuite, vous leur posez la question, est-ce que vous êtes obèse ou pas? Eh bien, la moitié des gens, certains vous diront oui, je pense que j'ai un petit peu de poids. Puis il y a d'autres qui vous disent non, ça, je suis fort. Ça, c'est un problème majeur. Parce que même avec les éléments que l'on a, les gens pensent qu'ils ne le sont pas. Donc, ils se sentent en bonne santé. Et l'obésité, c'est un phénomène majeur. Alors, vous voyez, si vous avez obésité, hypertension, déjà, tout ça c'est important, il faut faire très très attention à ça. Parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir un bon poids et malgré tout être en surpoids. D'accord? C'est très fréquent. Et ça, ce sont les statistiques de Saint-Martin. La moitié des gens qui sont surpoids, l'obésité, ne le savent pas. C'est embêtant. Il y a un travail à faire là-dessus. La contraception orale, la pilule, les traitements d'hormones, certaines hormones, tout ça, ça peut favoriser. Et puis, bien sûr, il y a un élément que j'aimerais vous parler ici, c'est l'apnée du sommeil. Bon, messieurs, mesdames, vous vivez à la maison, tranquillement, dans votre chambre, sachez que quand votre conjoint ronfle, le ronflement, vous devez être très attentif au ronflement. Quand votre conjoint vous empêche de dormir, ça veut dire qu'il est malade. Le ronflement, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui ronfle ne devrait pas vous empêcher de dormir. S'il vous empêche de dormir, c'est qu'il est malade. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oh. Hein? Et en fonction, il y a un âge pour tout, c'est sûr. Mais sachez que plus effectivement on monte en âge, plus on a des risques de ronflement. Mais ça n'empêche pas que le ronflement est un signe du fait qu'il y a un problème au niveau du voie respiratoire. Et que ce problème au niveau des voies respiratoires empêche à l'oxygène de bien rentrer. L'oxygène ne rentre pas bien, vous avez plus de carbone dans le sang, plus de carbone dans le sang, les vaisseaux se contractent, plus d'hypertension, plus de risque. Ok? Tout ça pour comprendre le mécanisme. Mais l'hypertension est un signe majeur, et les apnées du sommeil, c'est un élément majeur, c'est-à-dire que pendant que vous ronflez, à un moment donné, vous faites arrêter de respirer. Et puis ensuite, ça reprend le vide. Ça vous dit quelque chose? On ronfle. Après, hop. Alors, souvent, c'est le conjoint qui se rend compte de ça. Oui. Oui. C'est bien d'avoir un conjoint. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Ah oui. S'il y a quelque chose qui aide à ne pas avoir trop de problème, c'est avoir un conjoint. Bon, s'il vous dit des choses, évidemment. Dans le problème de l'AVC, oui, il faut se dire les choses. Si votre conjoint, votre mari, votre femme, vous lui dites, tu ronfles. Si tu ronfles, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut éviter de manger.
éviter les produits laitiers le soir, éviter les aliments trop gras, faire de l'activité physique, plein de choses pour réduire au moins les ronflements. Mais c'est un signe important. Donc vous devez savoir ça parce que progressivement, ça atteint vos fonctions cérébrales parce que vous n'avez plus assez d'oxygène dans le cerveau et donc du coup votre mémoire fonctionne moins bien, mais tout simplement parce que vos cellules ne sont pas assez oxygénées. D'accord? Et ça se passe pendant la nuit. Et donc les plus grandes causes d'hypertension retrouvées ici sont liées aux difficultés respiratoires pendant la nuit. Ok? Donc n'oubliez pas ça. Si vous avez un conjoint qui ronfle et ça vous empêche de dormir, c'est qu'il est malade. Il faut qu'il se fasse soigner. Ne laissez pas ça de côté. Ne dites pas, c'est pas bien grave, c'est normal. Ce n'est pas normal. Et si vous-même, un jour, on vous dit, ah, tu as beaucoup ronflé, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez mangé trop de viande rouge? Est-ce que vous avez mangé trop de frites, autre chose grasse pendant la journée? Est-ce que vous n'avez pas fait l'activité physique pendant un certain temps? Votre corps réagit immédiatement. D'accord? Oui. Donc, pour essayer de réduire le risque d'AVC, évidemment, il ne faut pas fumer. Je ne sais pas besoin de vous dire ça. Non. Vous entendez? Et surtout, ne restez pas en compagnie des gens qui fument. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le second-hand smoking, c'est-à-dire les gens qui fument au bureau, au travail, et puis les gens qui fument. Ne restez pas à côté des gens qui fument. Et ça aussi, ça va être. Aux États-Unis, mesdames, 45 000 cas de cancer du sein sont liés au fait qu'il y a des femmes qui sont en compagnie de gens qui fument. Et elles ne fument pas. 45 000. C'est la population de la partie française. C'est la population de femmes de Saint-Martin qui meurent chaque année à cause du fait que les gens fument à côté d'elles. Donc faites attention au tabac, mais aussi au tabagisme passif. Ensuite, manger mieux, évidemment. Alors c'est difficile de vous dire de manger moins gras, moins salé, moins sucré. Parce que moins, vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'on est là. Parce qu'on a des habitudes depuis qu'on est très jeune. Alors sachez une chose, c'est que nous, aux Antilles, nous mangeons déjà trop salé, trop sucré. Oui. Vous avez l'impression que c'est bon, oui, mais déjà sachez que de base, ce que nous considérons tous ici, en tant que Caribéens, comme étant normalement salé, est trop salé. D'ailleurs, un jour, ce serait bien qu'on fasse des plats avec des degrés de sel et voir ce que les gens pensent. Tu fais un plat qui doit être normalement salé, et puis tu fais la comparaison avec ce que tu te rends compte tout de suite. Nous mangeons trop salé. Nous buvons trop sucré. C'est affreux. Entre nous, je vais vous dire quelque chose de ça. Je ne vais pas dire trop de choses, trop de coups, c'est difficile de tout. Mais vous voyez les boissons, on ne devrait même pas les vendre. Les sodas, ça ne devrait pas se vendre. Vous comprenez? Un jour, il y aura des scandales où on va dire, vous vous souvenez, dans les années 2023, où on buvait, mais c'est interdit. Parce que ce sont des quantités qui sont trop importantes, des doses trop importantes de sucre, qui sont bonnes ni pour nous, ni pour les enfants, ni pour les femmes enceintes. Pire encore pour les femmes enceintes, parce que ça crée une addiction chez l'enfant, qui s'habitue à les doses de sucre trop importantes. Puis les mamans, elles sont étonnées quand l'enfant naît, qui pleure toute la journée, qui ne tient pas, voilà, il faut absolument qu'il t'aide beaucoup. Parce que l'enfant est déjà, dans le ventre de sa mère, nourri à trop de sucre. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Ok? Donc le sucre, normalement, nous ne devrions jamais boire de soda. Jamais. C'est bête à dire, mais on ne devrait jamais boire de soda. Je n'ai pas besoin de le dire, mais même les jus de fruits, c'est la même quantité qu'il y a dans les jus de fruits qu'il y a dans le coca. C'est 8 cubes de sucre blanc. Donc, je sais, des fois, on se dit, voilà, mais qu'est-ce qu'on va manger? Je vous dis juste ça pour que, quand vous le buvez, vous puissiez vous dire, il faut que je fasse quand même attention.
Je ne dis pas qu'il faut tout supprimer d'un seul coup, parce qu'il faut vivre un petit peu. Mais il faut quand même savoir que quand tu bois un coca un jour de fête, c'est largement suffisant. Si tu bois une deuxième boisson le lendemain, c'est très sucré, c'est trop sucré, et ça, c'est pas bon pour le problème. Or, nous avons cette habitude. Donc, nous buvons déjà, mangeons trop gras, trop salé et trop sucré. Bon, ok? Et ça fait le lit de l'AVC. D'accord? Tout ça, c'est pour ça qu'on dit ça. Il faut faire de l'exercice physique. Vous voulez qu'on passe à autre chose? Non. Expliquez-nous. À l'exercice physique. L'exercice physique. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de majeur. C'est que c'est vrai que nous n'avons pas tellement d'endroits pour faire de l'activité physique. Pour faire de l'activité physique ici, il faut avoir une volonté particulière. Il faut aller à la mer le matin avec un groupe de personnes, passer du bon temps, n'est-ce pas? Oui. C'est bien, on a des gens très bonne santé là ici. Hein. Oui. On peut vous coacher là, les coachs là. Ils savent comment faire. L'activité physique, vous devez faire autant d'activité physique que vous ne mangez. Vous imaginez, on mange 3 fois par jour, parfois 2, mais on devrait faire de l'activité physique 2 fois par jour. Alors les gens disent qu'il faut 30 minutes d'activité physique par jour, mais c'est l'activité physique au minimum. Au minimum. En moyenne, il nous faut 45 minutes. Et les enfants doivent faire 1 heure minimum d'activité physique par jour. Donc quand vous avez des enfants qui courent partout, et que vous dites arrête, assieds-toi, on ne leur rend pas service. Parce qu'eux aussi, ils sentent qu'il faut qu'ils soient en bonne santé. C'est pour ça qu'ils courent partout. Ils le sentent. Ils n'ont pas de frein lié à la société. Ils font ce que leur biologie leur dit de faire. Courir, marcher, sauter, descendre. Et nous, on devrait courir, marcher, sauter, descendre. Et les aider à... Voilà. Mais en tout cas, nous ne faisons pas assez d'activité physique. Nous devrions tous les jours marcher, au moins. Et je vous dis que marcher, aller à la mer, c'est top. Ça a plein de choses dedans. Dans le mer, c'est excellent. C'est bon pour le dos, pour l'état mental, pour éviter. Voilà. On parlera peut-être du plein de mer tout à l'heure quand on va aborder le sujet de la ménopause, mesdames et messieurs, mais nous sommes très clairement ici dans une société où nous sommes très sédentaires. Donc nous ne faisons pas cette activité physique. Et mesdames, c'est celles qui pensent qu'elles sont fines et minces. Être fine et mince ne vous dispense pas de faire de l'activité physique. Vaut mieux être en surpoids et faire de l'activité physique que d'être mince et de ne pas en faire. Le facteur activité physique compense tous les autres facteurs de risque. C'est-à-dire que si vous faites de l'activité physique et si vous êtes obèse, eh bien ça va compenser un petit peu l'obésité. Tandis que si vous êtes au contraire, vous êtes mince et que vous ne faites pas d'activité physique, vous avez plus de problèmes, plus de facteurs de risque, plus de risque d'avoir un problème d'AVC, d'hypertension, de diabète, que si vous n'en faites pas. Donc l'activité physique, c'est la première chose à faire. D'accord? On doit bouger avant de manger. Donc il faut comprendre que vous ne devriez pas mettre quelque chose dans votre bouche avant d'avoir bougé. C'est pas normal. On a des frigos, donc on sort dedans tout de suite. Ça n'existait pas ça. Tu devais aller sortir, aller chercher ta nourriture, t'organiser, et tu dois faire quelque chose pour avoir ta nourriture. Oui. On est d'accord avec ça. Mais ce principe-là est très clair. On ne doit pas manger avant d'avoir travaillé. Je parle aux hommes surtout, messieurs. Alors le sandwich du matin avec le soda, vous oubliez ça. Il n'y a rien de pire. Et mesdames, je vous dis ça tout de suite. Si vous donnez à votre mari un sandwich avec du jus de fruits le matin, vous pensez que vous lui faites du bien, venez me voir, on va discuter. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a des choses qui ne se passent pas si bien que ça, alors que vous voulez que ça se passe bien. D'accord? Oui. Parce que ne donnez pas à vos hommes des sandwichs avec le jus. C'est catastrophique. À
plusieurs niveaux, mais c'est catastrophique. D'accord? On en va par l'ordre. Oui. Ok? Mais en tout cas, pour là, faisons très attention et évitons. Évidemment, il faut se surveiller, c'est-à-dire qu'il faut faire des bilans, des check-ups. Il faut prendre attention régulièrement, comme moi, là, il faut prendre attention régulièrement, même si on pense qu'on n'a rien, parce que ça ne se déclare pas comme ça. Il faut surveiller son sucre et bien sûr, aller voir son médecin pour qu'il nous fasse de temps en temps une petite check-up. Tous les 2 ans, ça suffit, si on n'a pas de symptômes. D'accord? Si on n'a pas de symptômes. Pour l'AVC, tu peux nous montrer peut-être les signes de l'AVC. On en a parlé tout à l'heure. Alors, tu peux nous remonter. Voilà. Ok? C'est ça qui vous permet de comprendre ce qui se passe. Ce sont les signes de l'AVC. Le visage est paralysé. Le visage qui se fige. Il y a un endroit qui ne bouge pas et l'autre qui bouge. Hein, le visage devient asymétrique. Je ne vous fais pas plus de descriptions, mais sachez que le visage n'est pas pareil côté de l'autre. D'accord? Le membre n'arrive plus à bouger. Vous sentez des fourmillements et le membre n'arrive plus à bouger. La parole commence à devenir inaudible ou incompréhensible. Parce que vous n'arrivez plus à exprimer. D'accord? Et ces troubles-là sont essentiels. Tout de suite, si vous voyez que vous avez une perte de force, ou avec un rebondissement au niveau du visage, si vous sentez que vous perdez de la force au niveau du bras, si vous avez un problème speech, de parole, ça s'appelle fast, d'accord? Fast, arm, speech, lose no time, il faut tout de suite appeler le care. Okay? Tout de suite. Parce que quand on doit intervenir en 4 heures. Si on laisse passer ces 4 heures, il y a des séquelles. Déjà, même avant, il peut y avoir des séquelles. Mais plus on intervient tôt, plus on va à l'hôpital vite et qu'on est dans une prise en charge pour l'AVC, plus on peut avoir des chances de s'en sortir avec le peu de séquelles possible. Parce que plus le bouchon reste longtemps, plus les tissus. Donc tout de suite, quand on sait que c'est bouché, tac, il faut tout de suite prévenir le 15. Et parfois, il vaut mieux appeler le 15, même si on a un doute. Il ne faut pas attendre, surtout si vous êtes tout seul. Parce que si vous êtes tout seul, au fur et à mesure, au moment donné, vous n'avez même pas la force de pouvoir prendre le téléphone. Oui. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tu es là, tu sens que tu as un truc au visage, tu ne fais pas attention, tu as des vomissements, tu te dis ça va aller mieux, tu t'arrêtes et plus faire mesure, tu te dégrades. Et puis si tu es tout seul, c'est fini. C'est fini. Ah oui, c'est fini. Ça arrive et ça arrive à des gens. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 30 000 à 35 000 décès par an liés à l'AVC à cause de ça. Ok, donc on compose immédiatement le centre 15 dès les premiers symptômes. Il faut agir vite. D'accord? Vite. Ok? C'est bon pour l'AVC? Il nous reste 5 minutes. On va parler de la ménopause. 10 minutes. Alors la ménopause, mesdames, c'est un moment très important de la vie. Vous savez ce que c'est la ménopause? Qui sait ce que c'est que la ménopause? Mesdames, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas demander aux autres parce que c'est la ménopause. Je demande aux dames, qu'est-ce que c'est que la ménopause? Qu'est-ce que c'est? Mesdames, dites-moi qu'est-ce que c'est que la ménopause? Personne ne sait. Où était le c'est ça. On peut pas le contrôler encore. Donc on est d'accord? Oui. Ok, donc vous connaissez? Oui. C'est quoi? Ce moment précis, ça veut dire qu'il y a des hormones que vous aviez avant, que vous n'avez plus. Il y a 2 types d'hormones, les œstrogènes, qui vous permettent, quand on est une jeune fille, d'avoir une belle peau, une belle bouche, des belles formes. C'est ça les œstrogènes, c'est des belles hormones, c'est des hormones pour la beauté de la femme, la féminité. Vous donne des belles joues, tout ça. Et puis il y a l'hormone de la grossesse. Ces 2 hormones-là, qui interviennent pendant votre cycle, à un moment donné, elles s'arrêtent. Et c'est pour ça que les règles s'arrêtent. Maintenant, ces hormones-là sont très importantes. Parce que les hormones sont utiles. Elles sont utiles pour tout, pour le fonctionnement du cerveau, principalement. Elles sont utiles pour le fonctionnement de vos organes. Elles vous évitent d'être déprimés, elles vous donnent de la pêche. Et donc,
Quand on est après les règles, mesdames, on a beaucoup plus la pêche, juste après. Et puis après, en deuxième partie de cycle, on est un petit peu plus fatigué. On est un peu plus sur soi-même. C'est normal, parce que le corps est fait comme ça, pour vous préparer éventuellement à une grossesse. Donc, c'est les hormones qui jouent comme ça. Alors, tout le monde a tendance à dire la ménopause, oh là là, quelle catastrophe. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la ménopause, mais il y a beaucoup de gens qui aiment. Et disent, oh là là, du coup, j'ai plus les problèmes de règles, j'ai plus les problèmes, tout ça, c'est tout ça. Et c'est vrai que l'Ecclésiaste dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc même la ménopause est bonne en son temps. Ça veut dire que c'est utile à un moment donné. Mais il y a quelque chose qui vous aide à vous préparer à la ménopause, mesdames, c'est la préménopause. Et cette préménopause, c'est quand on commence à avoir des symptômes. C'est-à-dire, avant les règles, on commence à avoir le ventre bien gonflé. Qu'est-ce qui se passe? Les règles commencent à devenir un peu plus importantes. On commence à avoir des petites bouffées de chaleur. L'humeur commence à être un petit peu... Voilà, on n'est pas au top. On a une diminution du sommeil. Le sommeil n'est plus aussi bon. On a des troubles de la libido. On n'a plus envie de vraiment faire l'amour avec son conjoint. On n'est pas motivé. Eh bien, tout ça, c'est la préménopause. Ça vous impose donc, quand vous avez ça, à vous dire qu'il y a des choses à faire. Parce que pour réagir et pour bien se préparer à la ménopause, il faut réagir déjà depuis la préménopause. Et pour réduire ces symptômes-là, il y a des choses à faire, mesdames. Pour celles qui ne sont pas encore ménopausées, il y a des choses à faire. En particulier, faire attention à votre alimentation fondamentale. Manger plus d'aliments à base de graines, en particulier de graines de chia, graines de lin, beaucoup d'autres aliments qui sont à base d'oméga 3, on en reparlera. Mais il faut favoriser beaucoup de végétaux. D'accord? Il faut savoir une chose, que moins on mange de viande, et moins on a de bouffées de chaleur. Les statistiques ont montré que les gens qui sont végétariens n'avaient pas de bouffées de chaleur, à 90%. C'est un phénomène intéressant. Donc, essayez de réduire sur la consommation de viande. Améliorer votre hygiène de vie. Manger plus sain. D'accord? On aura l'occasion d'en parler, mais attention à ça. La préménopause, c'est le moment où il faut faire attention à son alimentation. Pourquoi? Parce qu'après la ménopause, il y a des choses, comme on a des hormones qu'on en a moins, eh bien les os sont un petit peu plus fragiles. Pour l'après, la ménopause se manifeste par beaucoup de bouffées de chaleur. Et si on n'a pas commencé à faire d'activité physique, on n'a pas commencé à aller à la mer avant, ben on a des bouffées de chaleur. Si on n'a pas appris à être au calme, appris à ne pas toujours être stressé, être émotionnellement toujours, eh bien on aura ces symptômes-là. On a des troubles de l'articulation, rhumatisme. On se dit, douleur, on a des rhumatismes là, en fait. C'est parce que vous perdez du calcium. Et pour éviter ça, il faut faire de l'activité physique pour renforcer vos articulations. Et dans l'alimentation, trouver les bons compléments pour pouvoir ne pas avoir ces manifestations, en tout cas les minimiser au maximum. Attention à la fatigue, à l'asthénie, à la dépression. Vous savez qu'on finit, parce qu'on a moins de certaines hormones, à se sentir moins bien. Ça peut aller jusqu'à la dépression. Et les femmes ne sont pas comme les hommes quand on parle de dépression. Les hommes, il va rester à la maison, il va rester devant son canapé, il ne va rien dire. Il peut être déprimé, mais on ne sait pas. La femme, elle sera plus expressive. Elle va le manifester par plus de pleurs, elle sera plus graphique, plus évident. Mais sachez que la dépression est quelque chose qui peut guetter après la vie. Et donc pour ça, il faut prendre sa dose de soleil. Il faut prendre sa dose de soleil, sa dose de bonne compagnie, sa dose de rire, d'accord? Et oui, et sa dose de bons aliments. D'accord? Il faut faire très attention à ça. Parce que la mémoire est un élément important. Et mesdames, attention. Si vous avez des troubles de la mémoire qui commencent, vous devez réagir immédiatement. On en parlera. Parce que vous savez que la maladie de demain, ce ne sera pas des maladies comme le cancer. La maladie de demain, ce sera la maladie d'Alzheimer. C'est la maladie des troubles des cerveaux, des troubles de la mémoire. Les troubles psychologiques, mentaux vont devenir en premier dans le rang des maladies. D'accord? Parce que ça
va devenir tellement fréquent et ça va avoir un vrai impact. Parce que ça empêche les gens de travailler. Est-ce que vous savez qu'une femme après la ménopause, il y a une femme sur 5 qui arrête de faire son travail tel qu'elle le faisait avant. Donc tout ça, c'est important. Voilà un petit peu tous les signes qu'on trouve qui peuvent arriver après la ménopause. D'accord? Prise de poids. Beaucoup de femmes disent, oh là là, après ça, j'ai plus du poids. Mais si vous avez pris l'habitude, avant la ménopause, de faire l'activité physique, le problème de la prise de poids ne va pas se présenter de façon aussi importante. Donc il faut commencer déjà à préparer les choses. Continue. Bravo. On peut, voilà, encore. Vous savez ce que sont que les bouffées de chaleur? Ça monte comme ça. Vous connaissez? De seul coup, il fait chaud. Alors, une fois sur deux, on n'a pas ces symptômes. Mais il y a des femmes qui ont ces symptômes, une fois sur deux. Quand vous avez ça, il faut savoir qu'il faut être en mesure de réagir. On peut avoir mal à la tête, des difficultés à s'endormir. Et ça, il faut consulter son médecin. Parce qu'il y a des solutions pour tout ça. D'accord? Très important. On continue? Les troubles de l'humeur. N'oubliez pas que les troubles de l'humeur, il ne faut pas accepter d'avoir une humeur triste tout le temps. On peut avoir une forme de tristesse passagère, mais on ne peut pas accepter d'être en permanence triste. D'ailleurs, ce n'est pas biblique. On va être toujours joyeux. Yes, amen. Si on est toujours joyeux, ça veut dire que si on n'est pas joyeux, il y a un problème. Comme vous avez vu le pasteur Thomas, vous n'êtes toujours pas joyeux, il y a un problème. Il faut une solution pour aller mieux. Et donc, ça peut venir de problèmes à l'intérieur, de problèmes organiques. Donc, faites ce qu'il faut. Et si vous changez votre hygiène de vie, ce que l'on mange, ce que l'on fait, comment on bouge, comment on boit plus d'eau, profiter plus de la nature, d'accord? Moins de télé, moins de lumière le soir, tout ça, eh bien, on se sentira beaucoup mieux et on sera de meilleure humeur. Mais ne vous laissez pas aller avoir une mauvaise humeur. D'accord? Il ne faut pas accepter la mauvaise humeur. On a un décès, il y a une situation compliquée, un problème ponctuel avec les enfants, ok. Mais c'est pas un truc qui va durer tout le temps. À un moment donné, ça veut dire qu'il faut réagir. Ok? Les articulations, attention, quand les os commencent à faire mal, c'est parce que par exemple, on manque de calcium. Ce n'est pas le fromage la solution. La solution, c'est l'activité physique et une alimentation équilibrée. Quand vous avez une activité physique régulière, les articulations, vous savez, pour les femmes, vous devez justement faire des exercices en puissance. Alors, vous voyez, on fait vraiment bouger les articulations en force. Et les femmes aussi, elles doivent faire des activités en force. Ça va pour leur dos, c'est bon pour les muscles, donc il faut le faire. Ce n'est pas que les hommes qui doivent faire les choses. Et quand elles font ça, elles renforcent. Idéalement, pour nous, c'est la règle. Parce que vous marchez sur le sable, vous ne forcez pas sur la boue plantaire et les os, tout doucement se remettent. Et c'est beaucoup plus efficace. Sans compter que dans l'eau, il y a aussi des sels minéraux qui sont très bien, il y a du silicium, il y a des algues, tout ça c'est important pour renforcer les os. Aussi. Évidemment, la vitamine D, vous l'avez au soleil, la mer, il y a plus de. C'est un package complet. La prise de poids, évidemment, mais tout ça, si vous faites ce qu'on a dit tout à l'heure, ce ne sera pas un problème. On continue. Voilà, la peau, mesdames, il y a beaucoup de choses qui existent. Alors, mesdames, s'il vous plaît, je sais qu'on est très attentif à la peau, aux cheveux, à la sécheresse de la peau, tout ça. Mais sachez que les premiers traitements, ils viennent de l'intérieur. Ce n'est pas les crèmes qu'on met sur le visage qui fait qu'on a une belle peau. D'accord? C'est ce que l'on mange. C'est comment est-ce qu'on nourrit sa peau de l'intérieur qui fait la différence. Les cheveux, c'est pareil. Parfois, on perd ses cheveux. On perd ses cheveux parce qu'on ne mange pas les bonnes choses. D'accord? Il y a la biotine, il y a certaines choses qu'on retrouve dans les lentilles, qu'on retrouve dans certaines graines, dans l'avocat, dans des choses comme ça, qui permettent la pousse des cheveux, qui permettent d'avoir une belle qualité de peau. Si vous sentez que vous avez un problème avec votre peau, ce n'est pas une crème que vous allez mettre dessus qui va régler le problème. Il n'y a rien qui va rentrer à l'intérieur suffisamment pour changer tout ce qui se passe. D'accord? Donc, il faut impérativement que vous puissiez savoir que la santé, ça commence de l'intérieur. Et donc,
on change son alimentation, on prend sa dose de soleil à la bonne heure du matin, très tôt, parce que je sais que les femmes antillaises n'aiment pas le soleil, elles ont l'impression que ça donne leur peau, machin, donc, mais il faut du soleil, un petit peu. Le soleil du matin tôt, c'est bon. Le soleil de 7h, 8h, c'est le bon soleil que vous avez besoin pour avoir une belle peau. Après, non, je suis d'accord. Mais le matin tôt, d'accord? Donc il faut prendre son soleil le matin tôt. Vous réveillez, monsieur, vous dites allez, on y va, on va faire un petit tour à la mer, entre 7h et 8h, voilà, et on est bien, on a pris la bonne dose de soleil. Et ce soleil, ces rayons-là, à cette heure-là, sont excellents pour la protection de la peau. Évidemment, il y a des traitements qui existent pour la ménopause, mais on fait les traitements quand on a déjà tout essayé, je pense. Parce que ce sont des traitements qui existent aujourd'hui, que nous médecins prescrivent, mais qui ont des effets secondaires, comme tout médicament. Donc on peut voir ça ensemble, mais si on peut éviter certains médicaments, on les évite. Mais si on en a vraiment besoin, on est capable aussi de prescrire. D'accord? Voilà, globalement c'est ça. Ça, c'est ce qui se passe après la ménopause. Et donc, il est essentiel pour vous, une fois que vous avez identifié ces symptômes-là, ce qu'on en a parlé tout à l'heure, de vous dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il faut que je réagisse. Ok? Il y a des feuilles, il y a des plantes qui sont très importantes, les racines sont très importantes, la terre, tout ça, ça contient des éléments naturels dedans qui sont très bons pour les hormones de la femme, le soja, tout ça. On peut en parler, mais sachez qu'il y a des choses qui existent. Oui. D'accord? Donc il faut faire attention à son alimentation et puis manger des choses du pays, d'accord, qu'on avait. D'accord? Les racines contiennent beaucoup de bonnes œstrogènes qui sont bonnes pour la qualité de la peau, la qualité du tissu. Donc il ne faut pas s'en priver. Il faut les privilégier au riz et aux pâtes. N'est-ce pas? Voilà. Après, ce sont des bilans, je ne vous parle pas de ça, on va s'arrêter là. Voilà. Une alimentation faible en gras, riche en fibres, évitez le thé, évitez le café, s'il vous plaît. Le café, je vais vous expliquer quelque chose. sur le café. Je vais vous expliquer quelque chose sur le café. Le café, c'est un médicament. C'est-à-dire qu'on le prend quand on est malade. Mesdames, vous avez parfois tendance à avoir des migraines. Le café, c'est bien quand on a une migraine. Si vous vous sentez fatigué à un moment donné de la journée, vous allez prendre le café parce que vous avez une nuit difficile. Prenez. Mais ne prenez pas le café de façon systématique. Ça ne doit pas faire partie de votre alimentation de tous les jours. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais globalement, quand on prend du café et d'autres certains excitants, on ne perçoit pas quand on est fatigué ou quand on n'est pas. Voilà, il y a des gens à qui ça fait rien parce qu'on l'a tellement vu. Mais on ne perçoit pas les signaux de ton corps te dit. Moi, je bois pas de café. Mais si je me sens fatigué, je me dis qu'est-ce qui s'est passé et je corrige. Et donc, ça peut m'arriver une fois de temps en temps de prendre le café parce que j'ai quelque chose de très important à terminer. Dans le café, je ne bois pas de café tous les jours, comme si mon corps avait besoin de café pour tenir la journée. D'ailleurs, quand vous prenez le café le matin, alors que normalement le matin vous êtes réveillé, normalement le réveil du matin, vous êtes en meilleure santé qu'à n'importe quel moment de la journée, puisque vous sortez du sommeil. Alors si quand vous vous réveillez, vous prenez le café, ça veut dire votre cerveau vous dit, c'est pour ça que vous êtes endormi le matin. Mais je vous rappelle, si vous n'êtes pas réveillé après une nuit de sommeil, je ne sais pas quand est-ce que vous se réveillez. Donc très simplement, évitez le café en boisson permanente. Pour visiter autre chose, de la chicorée, du thé, voilà. Enfin, des boissons un petit peu différentes, du rouge-tea, voilà, de la citronnelle, de la mélisse, la réglisse. En fait, vous connaissez tout ça. Je n'ai pas besoin de vous donner plus d'éléments. Faites de l'exercice, évidemment. Évitez les repas trop copieux. Vous savez qu'on a des assiettes qui sont trop remplies. Il vous faut 3 semaines pour réduire la quantité d'une assiette. C'est une question d'habitude. On a pris l'habitude de manger beaucoup. Nos yeux ont pris l'habitude d'une certaine quantité dans l'assiette. C'est pour ça qu'on mange beaucoup. Parce que nos yeux ont pris l'habitude. Mais vous vous rendez compte, il y a presque un certain moment. Eh bien, si vous réduisez les rations, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous pouvez manger moins. C'est une question d'habitude. C'est une question que votre corps en a besoin. On mange parce que
Il faut penser à ça. Et vous n'allez pas mourir, mais au bout d'un certain nombre de temps, 2 semaines, 3 semaines, votre corps s'habitue à la nouvelle façon que vous prenez. Mais voilà, mais c'est une habitude d'alcoolisation comme ça. On a besoin, je dis, on est mieux comme ça. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Relaxation, méditation, le sens de la communauté, une attitude positive, c'est important. Donc cultivez votre communauté, votre sens de la communauté. Cultivez ce sens de la relation entre vous, par la prière, par les chants. C'est hyper important pour éviter la dépression, pour éviter l'inconfort, pour éviter, voilà. On se sent bien quand on est ensemble. Ça vous donne de la force, de l'énergie. La foi, c'est quelque chose de fondamental pour tenir et pour être en bonne santé. Donc vous, ici, cultivez ça, c'est ce que vous avez déjà. Voilà, cultivez-le du mieux possible. Et chantez. Le chant, c'est très important. Et puis le chant, ça permet d'éviter de ronfler trop longtemps. Donc quand on chante beaucoup, on ronfle moins. Ok? Donc voilà, donc chantez beaucoup et chantez fort. Arnaud va vous entendre chez lui là. On dit que quand j'ai regardé de chanter fort, pour éviter. Mais il faut vraiment chanter et il faut vraiment s'entretenir entre nous. Voilà, c'est une bénédiction qu'on a, ce sens de la communauté. Ça réduit le risque de cancer, ça réduit le risque de maladie grave. Donc profitons-en. D'accord? Alors, je vais terminer par quelques statistiques. La plupart des gens sont contents de ne pas voir le rêve. 70% des gens disent, oh là là, finalement, c'était pas plus mal. 50% des gens ne se plaignent d'aucun symptôme, du tout. Voilà, il y a quand même un petit pourcentage de gens qui ont du mal à dormir. Mais encore une fois, pour bien dormir, je vous ai dit activité physique le matin et un peu de soleil le matin. Vous allez voir, le soir, vous allez bien dormir. 20% décrivent qu'ils ont une moins bonne appétence pour les activités, pour la relation sexuelle. Mais je dis encore une chose, moins vous en faites, moins vous aurez envie d'en faire. Donc, soyez conscient que votre corps, comme tout, est une machine qui fonctionne en faisant les choses. Moins vous le faites, moins vous aurez envie de le faire. Donc ne tombez pas dans ce piège. D'accord? Ensuite, les recettes naturelles, on continue. Les fruits rouges, voilà, l'ail, d'accord, les échalotes, certaines épices qui sont bonnes au traitement, d'accord? Tout ça, elles existent. Si vous voulez savoir, tout est là dans la nature. On a ce qu'il faut. D'accord? Et ne pas le prendre trop tard. Quand on est déjà à l'article de la mort, on dit tiens, les méthodes naturelles ne fonctionnent pas. Il faut le prendre tôt. Hein? N'est-ce pas? Ça ne fonctionne pas quand on. Évidemment, quand c'est trop tard. Là, il faut qu'on prenne des médicaments forts. Voilà. Et ça, c'est ce que vous devez faire ici. Apprendre à cultiver ça, pour ceux qui ne sont pas là, leur transmettre des informations, leur rappeler ce qu'il faut faire. Leur rappeler que la ménopause, c'est un moment important, c'est un moment qu'il faut préparer pour continuer à être en bonne santé après. Parce qu'après la ménopause, il y a des maladies qui se déclarent si on n'a pas été bien préparé. D'accord? Donc on continue là-dessus, et puis je compte sur vous pour ça. Ensemble. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. À vous des questions? Des questions? Par exemple, on a dit de chanter. Si la personne a, comment ça s'appelle, thyroïde, Oui. comme ma femme, Oui. par exemple, elle m'a dit, elle va chanter plus fort maintenant à la maison, Oui. mais apnée de sommeil, c'est moi, du Oui. ronfler. Mais là, maintenant, elle a dit qu'elle va chanter. Est-ce que ça n'allait pas donner de problème concernant les thyroïdes? Surtout pas. Non. Oui, parce qu'avant, le médecin traitant a dit, ah, il ne faut pas chanter. Le médecin traitant a dit, oui, le thyroïde, ça va donner le problème. C'est pour ça que j'ai posé la question. Oui, oui. Et puis quand tu as un avis qui te semble bizarre, va voir le deuxième médecin. Ok, merci. Merci. On a suffisamment de médecins à Saint-Martin, et puis on a un petit peu de choses, on peut appeler les gens, on voit. Quand vous avez quelque chose qu'on vous dit qui est. Moi, si vous avez l'impression que je dis un truc qui est pas forcément, n'hésitez pas à demander à quelqu'un d'autre. Ou même d'aller chercher. On peut aller chercher. On a parlé du ronflement et du chant, qu'est-ce qu'il y a marqué sur Internet? Allez regarder. Il faut aller regarder parce que vous aurez des éléments supplémentaires. On parle de la ménopause, des traitements naturels. Ah, c'est vrai, il vous a dit ça. Donc ce que je vous dis là, c'est une base, c'est une graine qui doit germer et vous faites vos propres recherches. Et vous vous entretenez entre vous pour apprendre à profiter de ça et devenir un petit peu au fur et à mesure
des missionnaires médicaux. N'est-ce pas? Ah, sur la paix, ah oui, il faut travailler sur la paix parce que tu n'es pas gros. Hein, donc si tu fais de la paix, il faut faire un bilan et puis voilà, tu fais l'activité physique. Non, tu peux paresseux. Eh bien, si tu. Mais au moins, tu reconnais que tu es paresseux. Tu reconnais que si tu reconnais que tu es un petit peu paresseux, sache qu'on a un problème, effectivement. Quand on n'a pas d'activité, il faut faire de l'activité physique pour régler ce problème. Autant avoir moins, on aura toujours un petit peu de temps en temps. Mais il faut faire l'activité. Mais ça arrive directement par rapport à 15 ans de travail dans une plage, pousser les transacts, oui. ça me décourage. Ça te décourage. Voilà, mais c'est pour ça. Oui. Et tu veux plus aller à la plage, tu veux faire autre chose. Mais il faut, c'est indispensable. Oui, c'est vrai. Vous ne pouvez pas, s'il y a un seul truc qu'il faut, de tout ce que j'ai dit là, s'il y a une seule chose qu'il faut que vous fassiez, c'est votre activité physique. Tous les jours, franchement. Il n'y a pas de jour férié pour l'activité physique. Tous les jours, vous devez faire de l'activité. Et surtout si tu as des problèmes de genoux. Ah, d'accord. Mais oui. Sabla guéri. Mais oui. Alors si tu as des problèmes de genoux, tu vas à la mer et tu manges que le sang. Parce que moins tu marches, plus tu as des problèmes de genoux. C'est comme les problèmes de dos. Le dos, quand on a des problèmes, il faut marcher. Les gens disent qu'il faut rester allongé. Non, tu restes allongé pendant le temps de la crise. Mais après, tout de suite, tu te remets, tu fais tes activités, tu bouges. On n'est pas fait pour être des êtres couchés. On est debout et marcher. Et cette notion de marcher est importante et je le parle et je dis ça aussi pour les plus âgés d'entre vous. Quand vous avez des personnes âgées et que vous leur dites non, reste assis là, c'est la pire des choses qu'on fait leur dire. Ils doivent marcher. Une personne âgée qui ne marche pas, c'est une personne âgée qui est morte. Yes. Donc il faut les faire marcher, il faut qu'ils marchent. Oui. Oui, je marche 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Mais je monte la boule là-haut. Je voulais savoir si je peux faire ça tous les jours. Mais je fais plus d'une heure. Tu fais plus d'une heure. Voilà. Alors si tu fais plus d'une heure, tu peux continuer comme ça. Tu n'as pas besoin de faire plus. D'autant que tu vas à la mer aussi. Oui. Donc tu n'as pas besoin de faire plus. Ce que tu fais là, c'est déjà suffisant. Si tu sens le temps de faire plus, parce que je ne sais pas, il y a quelque chose qui t'embête, il te dit de défouler, tu peux faire plus. Mais 3 fois par semaine, 1 heure, c'est très bien. C'est d'autant mieux que ça peut te laisser le temps parfois des articulations de se reposer. À un certain âge, il faut parfois de temps en temps, voilà. Mais il faut maintenir ce niveau d'activité. Et donc continue. Et le fait de monter, c'est important. D'ailleurs, tu vois ce qu'elle dit là, par exemple, faire de la montée, c'est important parce que ça active ton cardio. Oui. Et c'est très bon pour les ronflements. Tu vois, cette activité-là, comment on appelle ça, en résistance, il faut le faire. Il ne faut pas faire que du plat. On m'a dit que je ne peux pas opérer aussi, c'est ça que les médecins m'ont dit. Ah oui? Tu vois, les trucs là qui arrivent, j'ai un grand souci. Ah, d'accord. Il m'a dit, il n'arrive pas parce qu'il m'a même dit, je ne suis pas même là comme Neymar. D'accord. Ah, ok. Donc tu dois faire tout ce qui n'est pas, tout ce qui est naturel, tout ce que tu peux. Voilà. D'autres questions? Est-ce qu'il y a une âge précis pour la ménopause? L'âge précis pour la ménopause? Ah, la ménopause arrive en général entre 45 et 55 ans. Pas avant ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver que les femmes soient ménopausées, c'est-à-dire que les règles s'arrêtent plus tôt. Ça dépend du corps, puis ça dépend aussi de la génétique. On a parfois des parents, une maman qui a eu des ménopause tôt, en général, elle a plus de chances d'avoir des ménopause tôt, vu que ça arrive. C'est en pratique ça. Mais en moyenne, c'est 50 ans, 50-52 ans. Okay? Mais, encore une fois, avant la ménopause, à la préménopause, avec des petits symptômes qui commencent à arriver. Et là, il faut commencer à préparer son corps, à se mettre en action, à commencer à trouver, à changer son mode de vie.